Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne des Dévalideuses, j'espère que vous allez bien. Merci pour les follow. On a passé la barre des 700 followers, c'est vraiment très cool, merci à vous. Il y avait une question dans le chat, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, tout à fait. C'est prévu justement pour que le plus de monde possible puisse avoir accès aux infos. Je vais le publier sur notre chaîne YouTube. Et je mettrai des chapitres, comme ça les gens pourront accéder aux parties qu'ils veulent plus facilement. Je vous mets le lien vers la VOD. Du coup, là... Alors attendez, j'ai un petit problème sur mon chat, je sais pas ce qui... Je sais pas ce que ça fait comme truc bizarre. Je vais recharger la page. Hop, ok, je crois que c'est bon. Parfait. Du coup, aujourd'hui, on va parler vraiment des bases de l'accessibilité digitale. C'était un peu suite à une publication qu'on a fait sur Instagram où on parlait du fait que la plupart des publications sur Instagram ou d'autres réseaux, notamment des publications informatives avec des visuels, etc., n'étaient pas accessibles visuellement. Donc, j'avais un peu poussé un coup de gueule parce que moi je suis malvoyante, donc il y a beaucoup d'infos comme ça auxquelles j'ai pas accès sur Instagram. Et donc on a publié ce post sur Insta et on a eu énormément de retours, de commentaires, de gens qui posaient beaucoup de questions. Et je me suis dit, bon là, ça serait bien de centraliser un peu les choses pour que les personnes aient un endroit où aller trouver l'info, quoi. Sachant que l'info, elle est accessible en ligne, bien sûr, il faut aller chercher, ça prend un peu de temps et d'énergie aussi, forcément. Donc là, ça sera plus simple peut-être d'avoir tout un peu au même endroit. Et sinon, ah oui, aussi j'ai de la musique en fond, si jamais ça vous gêne ou que c'est trop fort, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis dit que ça serait plus agréable, mais si ça gêne certaines personnes, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, aussi, je voulais dire que là, ce live, c'est pas pour vous culpabiliser. Il y a un moment où je vais vous montrer des publications que moi, j'arrive pas à lire. C'est pas pour attaquer les personnes. Enfin, je vous le redirai tout à l'heure, voilà. C'est pour que tout le monde s'améliore et un peu une connaissance minimale de ce qu'il faut faire. Après, on a bien conscience que c'est pas possible d'être à la perfection de l'accessibilité tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, on peut avoir les sous-titres, c'est déjà bien. Si on n'a pas la transcription en plus sur la vidéo sur YouTube, on a au moins une forme d'accessibilité. Et voilà, ça dépend aussi du temps, des capacités de chacun. Par exemple, moi, je peux pas utiliser de logiciel de sous-titrage, donc c'est un mode d'accessibilisation auquel je peux pas trop toucher parce que, en fait, matériellement, c'est pas possible. Donc voilà, on va aborder un peu tout ça. Je vous ai fait une petite présentation, donc on va passer là-dessus. Hop, voilà. S'il y a des soucis de visibilité, vous me dites. J'ai choisi de faire une... Alors attendez, les sous-titres, ils ont un petit souci, on dirait. Ah, ça, ils ont mis un peu de temps à charger. Avec un bandeau au-dessus, comme ça, vous me direz si vous voyez bien ou pas. Comment on peut améliorer l'accessibilité numérique pour les personnes malvoyantes? Bah justement, je vais en parler, c'est prévu. Ça va arriver assez vite. D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que je prendrai les mots dans le chat à la fin de partie pour pas trop m'interrompre, pour que ce soit bien aussi pour le replay, que les informations elles se suivent et qu'il n'y ait pas trop d'interruptions. Parce que du coup, il y a différentes parties. Je vais vous montrer ça. Donc en premier, on va parler d'accessibilité visuelle, justement.
Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des polices sans empattement. Je vais vous montrer. Du coup, ça, c'est un petit guide que j'ai trouvé en ligne. Les empattements, c'est un peu les restes de l'écriture à la main, on va dire. Donc, c'est des fioritures qu'il y a sur les lettres. Les polices qui sont sans empattement sont plus lisibles que les polices avec empattement. Et donc là, dans ce document-là, il y a des exemples de polices avec empattement et de polices sans empattement. Voilà, donc je vais vous envoyer le lien. Hop. Après, j'ai pas parcouru tout le document, hein, mais c'est pour que vous ayez des exemples. Par exemple, Calibri, Arial, c'est des polices qui sont très lisibles. C'est vraiment bien. Après, il y a aussi les polices qui sont plus accessibles pour les personnes dyslexiques, qui sont encore une autre catégorie de police. Voilà. Ok, alors je repasse là. On recommande aussi un alignement à gauche des textes pour qu'ils soient plus lisibles. De faire des petits paragraphes avec un interligne minimum de 1,15. Et notamment sur Canva, pour les publications sur Instagram et tout ça, nous, on a une politique de minimum taille 42 pour les textes. Et encore 42, parfois, c'est un peu limite pour moi. Et de préférence en gras, c'est encore plus lisible. En termes de choix des couleurs, du coup, il faut qu'il y ait un contraste suffisant. On va éviter les fonds en dégradé aussi, parce que ça peut perturber la vision. Donc là-dessus, j'ai des outils pour vous aussi. Ça, c'est un site qui vous permet de faire des couleurs, des palettes de couleurs accessibles. Et donc, ça vous met à chaque fois la note de contraste. Donc normalement, dans les palettes qui sont proposées, il y a un contraste suffisant avec là, texte blanc, texte noir, sur chaque élément de la palette. Voilà, donc là, ça vous propose tout un tas de différentes palettes de couleurs, avec le contraste qui sera OK pour le texte par-dessus. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, ça c'est bien comme outil. Sinon, il y a aussi... Alors ça, c'est l'outil que j'utilise tout le temps, moi. C'est le Color Contrast Checker. Je vais le laisser ouvert, parce qu'on va l'utiliser après, je vais vous faire un exemple. Mais du coup, ça vous permet de mettre la couleur de fond, ici, et la couleur du texte, là. Et ça vous donne une note. Donc il faut au minimum que ce soit... Enfin, de toute façon, ça va vous le dire, mais il faut que ce soit à 5 au minimum, je crois. Là, vous voyez, c'est rouge, ça va pas. Plus on va dans le foncé, plus ça passe dans le bon. Plus ça s'approche de la couleur de base du texte, moins c'est lisible. En fait, c'est assez logique en termes de contraste. Donc je vais le laisser ouvert, on retournera voir ça après. Et pour le daltonisme, ensuite, il y a aussi... alors, je vous ai... Vous l'avez mis le... Non, je ne l'ai pas mis. Hop. Voilà, le Color Contrast Checker, c'est important pour beaucoup de publications. Et ça, c'est un outil qui permet aussi de vérifier pour les daltonismes quelle va être la lisibilité. Donc là, le texte, il est en blanc. La couleur, c'est le bleu. C'est typiquement un mix que moi, je n'arrive pas du tout à lire. Le blanc sur bleu, c'est pas possible. Et en fait, quand là, vous allez checker en bas, vous allez voir que pour presque tous les daltonismes, il y a des problèmes. Y compris basse vision, voilà. Après, on peut aller prendre une autre couleur comme du rouge. Blanc sur rouge, ça ressort assez bien. Là, c'est plutôt bon. Direct Sunlight. Ah, ça dit même commencer par rapport à la lumière du soleil.
Donc voilà, vous pouvez tester différents paramètres avec ça. Je vous mets le lien aussi. Hop. Voilà. Et après, je vais vous faire l'exemple tout de suite. Je vais regarder le chat. Joli ces couleurs, ouais. Ça fait des idées de palette aussi. Oui, ça fait un peu des idées de palette en fait. Mais peut-être moins esthétique que... Par exemple, personnellement, hein, je trouve que cette palette de couleurs ça va pas ensemble. Pour moi, c'est pas très esthétique. Ça aussi, c'est un peu... voilà, ça va dans tous les sens. Mais ça a le mérite d'être accessible visuellement. Donc voilà, après, il y en a d'autres où c'est plus équilibré, je trouve. Ils en font aussi des palettes de couleurs sur ce site-là, sur Colors. Mais bon, là, dans l'outil, il y a l'accessibilité du contraste qui est inclus dedans, ce qui est pas mal. Perso, j'aime bien les empattements parce que j'aime bien la calligraphie, le style, mais oui, il faut mettre beaucoup plus de police accessible. Quand c'est des communications publiques, bah ouais, effectivement, quand c'est des publications publiques, d'assaut et tout, bah c'est important. Mais même moi, parfois, je vois des stories de proches ou de gens que je connais et qui sont avec des styles calligraphiques et j'arrive pas à les lire. Et c'est frustrant même dans ce cas-là. Donc oui, je comprends que ce soit joli, mais c'est vrai que c'est pas lisible. Il y a des problématiques similaires pour le cinéma ou tout ce qui touche au visuel, justement. D'accord. Oui, bah de toute façon, il y a des problématiques d'accessibilité. Et coucou Avril. Bonjour à tout le monde. Merci pour tous ces liens. Je garde ça sous le coude pour le jour où j'ai besoin. Ouais, c'est le but. Comme ça, vous avez un peu une bibliothèque, on va dire, de liens utiles. Donc là, je voulais vous faire un exemple. J'ai pris un article sur le site des valideuses. Donc je vais vous faire comme si je faisais un post sur Instagram. Alors, titre, là, c'est mon compte perso. Hop. Là, on va faire une première slide avec un titre en grand, par exemple. Là, on est sur du 80, on est pas mal. Et bah, je sais pas, pour moi, là, visuellement, le contraste est bon, mais en fait, je suis pas sûre. Donc, je vais aller vérifier. Sur Canva, qui est un outil gratuit, et où les associations aussi peuvent avoir la gratuité du premium, qui a quand même pas mal d'options de plus, en prouvant qu'on est une association. Donc là, je vais prendre la couleur. Je vais aller la mettre en couleur de fond. Et hop, alors là, en général, moi, ce que je fais, c'est que je tire dans le noir. Ok, ma perception était bonne, le contraste est bon. Par contre, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où moi, avec mon daltonisme, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ressortent bien, mais l'outil me dit le contraire. Donc, il y a aussi peut-être des problématiques où l'outil est trop généraliste, etc. Mais dans tous les cas, il vaut mieux vérifier. C'est vrai que moi, je me disais souvent, allez, je le fais à l'instinct parce que si j'arrive à le lire, c'est bon. Mais en fait, voilà, il vaut mieux toujours vérifier. Je regarde le chat. Ouais, on a des commandes, hein, si vous voulez utiliser les commandes. Merci de les mettre, Théo. Du coup, là, on va dire que je veux rajouter le contenu de l'article. Je veux que vous ayez accès à des parties de l'article sur Instagram. Alors déjà, je vais largement réduire la taille. Alors là, on atteint la limite fatidique, c'est-à-dire que nous, on met en minimum en 42. Vous voyez bien que là, ça va pas. Parce que sur Instagram, déjà, il faut que les bords ne soient pas remplis. Ça dépasse, etc. Donc déjà, on l'aligne à gauche. C'est ce dont on avait parlé plus tôt.
et on essaye de le centrer. Mais là, en plus de tout, bah, en fait, ça fait un gros bloc, quoi. C'est pas du tout lisible. Donc même si beaucoup ont envie d'avoir des énormes pavés sur leur publication Instagram, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les coupe en plein de petites parties, quoi. Alors là, c'est une phrase à rallonge. J'ai pas de chance. J'arrive pas à trouver de trucs pour couper. Vont décider de dénoncer personne. Ok, là, je vais couper. Je mettrai sur une autre slide. Hop. On va mettre en 42. Du coup, vous avez compris le principe. Notamment sur Instagram, c'est important d'avoir de l'espace en haut, en bas et sur les côtés. C'est bien d'aérer un minimum quand même aussi. Après, en plus, si vous rajoutez, je sais pas, des illustrations, des choses sur les côtés, bah, ça prend de la place en plus. Et comme je vous disais, 42 en gras aussi, hein, là on est en gras. Si c'est plus en gras, moi je vais avoir beaucoup plus de mal à le lire personnellement. Donc la plupart du temps, toutes nos publications sont en gras. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Ouais, je sais plus. Donc voilà, grosso modo, si on veut mettre tout l'article sur Instagram, ben on va vraiment prendre paragraphe par paragraphe. Après, ça va faire très long, mais au moins ce sera lisible et c'est encore mieux si c'est plus grand, quoi. Hein. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que le 45 c'est déjà plus lisible personnellement, mais c'est vraiment le minimum, c'est 42. Voilà. Donc, je vais laisser ça ouvert, là, normalement. Les textes trop petits sur Insta, même en ayant une bonne vision, c'est fatigant. Oui, et en plus de ça, et bonjour tout le monde, les gens qui arrivent et qui follow, merci. En plus de ça, ce que je voulais dire, c'est que si les textes sont trop petits, bah, il faut zoomer dessus avec le doigt. Sauf que ça reste pas zoomé. Donc il faut rester appuyé sur le zoom, dézoomer, appuyer sur le zoom sur une autre partie du texte, dézoomer, repasser en dessous. Moi, je suis désolée, mais ça me pompe l'air en fait. Donc finalement, je vais juste pas les lire, les publications. Donc voilà, ça c'est un problème. Sinon, tant que j'y suis, sur les stories sur Instagram, là je vais pas ouvrir Instagram, mais ce genre de contraste là c'est affreux. Mais je vais vous mettre le texte en une sorte de blanc et je vais vous mettre le fond en noir. Hop. Sur les stories Instagram, pour que les stories soient lisibles, je vous recommande vraiment, enfin c'est le mieux en fait, c'est d'avoir du texte comme ça, enfin la police blanche sur un fond noir, c'est ce qui est le plus contrasté, c'est ce qui est le plus efficace à lire. Tout ce qui est police avec des scintillements, avec des dégradés de couleurs sur le texte et tout ça, c'est pas lisible, en plus des empattements. Si le texte est trop petit, c'est pareil, c'est pas du tout pratique pour zoomer. Enfin, je pense que vous savez comment c'est le fait de zoomer sur les stories, c'est pas très pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment la recommandation pour les stories sur Instagram, c'est d'avoir du texte comme ça et de faire attention aussi à ce que ça se chevauche pas avec l'interface d'Instagram de base, notamment pour les réels ou autres. Voilà. Donc, on va passer à la suite. Ça, c'est pas vraiment lié directement aux publications sur Instagram, par exemple, mais un truc assez important si vous avez un blog ou si vous avez l'occasion parfois d'envoyer des liens. En fait, pour les lecteurs d'écran, c'est important que le contenu de ce vers quoi va emmener le lien fasse partie du lien.
Donc là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, voici la liste des produits sur notre site, et tout ça, c'est le lien, plutôt que voici la liste des produits sur notre site, parce que du coup, une personne qui a un lecteur d'écran va avoir le titre du lien qui va être lu, et si c'est la liste, va pas savoir forcément de quoi on parle, etc. Donc c'est important d'avoir des liens qui sont vraiment plus explicatifs, et aussi parce qu'il y a des personnes avec des lecteurs d'écran qui peuvent naviguer de lien en lien sur des pages. Et aussi, quelque chose de super important, c'est d'ouvrir dans un nouvel onglet, parce que parfois, une personne en lecteur d'écran va cliquer sans faire exprès sur un lien qui va changer le contenu de la page web, parce que ça va s'ouvrir sur le même onglet, et va pas forcément savoir où elle est et pourquoi elle est arrivée là, etc. En gros, faut pas faire du word art. Les vieux effets qu'on avait sur Word au début des années 2000. Ouais, justement, j'y viens. Je suppose que tu parles de ça, de ASCII. Je crois que c'est des I, je crois pas que c'est des 2, mais... ça, c'est une catastrophe pour les lecteurs d'écran, parce que vous imaginez bien qu'un lecteur d'écran qui va lire des ponctuations une par une, ligne par ligne, c'est horrible. C'est vraiment pas cool. Et c'est comme les modes qu'il y avait à certains moments sur Twitter, sur Blue Sky, etc., de remplir des publications d'emoji. Le lecteur d'écran va dire emoji smiley avec lunettes étoiles 45 fois avant que la personne puisse passer à la publication suivante, ou au quelconque contenu intéressant qu'il y avait potentiellement dans la publication. Donc, pas de suite d'emoji de... Enfin, déjà, un emoji, c'est bien, quoi. Faut pas en mettre 3 à la suite, faut pas en mettre 15 à la suite. Pas pour remplacer des mots aussi, parce que ça va pas forcément être compris. Et il faut aussi mieux éviter de mettre des emojis en début de phrase, parce que la personne va pas forcément comprendre une description d'un emoji en début de phrase sans le contexte, etc. Donc, c'est mieux de les mettre en fin de phrase, et toujours avec parcimonie. Pour ce qui est des hashtags, c'est pareil. Les hashtags, c'est des mots qui se suivent les uns les autres. C'est hyper dur à déchiffrer, et pour ça, je parle moi aussi sans lecteur d'écran, juste avec mes yeux. C'est vraiment pas facile à lire, surtout quand il y a 10 hashtags les uns à la suite des autres, et que c'est ça le contenu de la publication. En fait, en général, moi, j'abandonne. Si les hashtags sont trop longs aussi, c'est encore pire. Faut que je boive un peu, je parle beaucoup. Donc voilà, ça, et puis pas de texte, pas d'art avec la ponctuation là, du type ASCII. C'est souvent pas accessible pour les personnes malvoyantes, mais pas non plus du tout accessible pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran. En ce qui concerne l'épilepsie, la photosensibilité, dans les vidéos, si vous postez des gifs avec vos publications, ou même si vous postez des publications avec des très forts contrastes, ça peut créer des problèmes. S'il y a des animations vidéo rapides qui se lancent toutes seules à l'ouverture d'un site, ou des gifs, etc., avec des flashs de lumière ou des clignotements, ça peut poser problème. Et aussi, sur les publications sur Instagram, par exemple, ou autres, c'est mieux de privilégier des fonds qui soient pas vraiment blancs, blanc, quoi, comme ça. Parce que là, il y a de la photophobie qui peut rentrer aussi dans l'équation. Typiquement, là, moi, j'ai mis du blanc, ça m'a tout de suite fait mal aux yeux, parce que j'ai de la photophobie aussi. Donc, il y a différentes personnes qui peuvent avoir de la photosensibilité, qui peuvent être gênées, et c'est aussi le cas sur les polices. Donc là, par exemple, plutôt que de mettre du blanc, on pourrait choisir de mettre un ton de gris, ou un ton de blanc un peu cassé, ou des couleurs pastel. Après, il faut vérifier le contraste, hein, toujours. Mais ça peut permettre d'engendrer moins de photosensibilité chez les personnes. Les pages avec un fond trop blanc, ça fait mal aux yeux, ouais.
C'est ça. Et ben, bon, bien sûr, il y a les possibilités de mettre les modes sombres aussi. Maintenant, personnellement, j'utilise plus que les modes sombres parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, je le trouve. Mais du coup, c'est vrai que ça fait bizarre quand on se retrouve sur une page où c'est vraiment blanc, éclatant. Ça fait très mal aux yeux. Alors, ASCII est juste une norme de conversion d'une suite de bits, ok, et un symbole. La lettre latine majuscule, elle a été faite des dessins avec ce symbole, ce qui peut provoquer confusion, incompréhension. D'accord, oui. Ok, donc on peut dire word art, quoi. C'est peut-être plus adapté. Ok. Alors, un point 1 très important, le texte alternatif. Donc le texte alternatif, c'est une description textuelle d'une image d'une publication en ligne. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit concis. On peut éviter de dire image 2, dessin 2, à moins qu'il y ait différents types de formats dans la publication. Et il faut aussi recopier le texte de vos publications dans le texte alternatif, c'est hyper important. Moi aussi, j'aime bien dire aussi que si l'image transmet une émotion qui est importante et qui donne du contexte à la publication, eh ben, il faut le mentionner. Parce que du coup, les personnes vont manquer un contexte émotionnel qui est transmis par l'image pour les personnes voyantes. Donc je trouve que c'est important de le mentionner. Donc pour le texte alternatif, je vous avais fait un petit exemple. Ça, c'est une publication qu'on a sur Instagram aux Dévalideuses. Donc là, on a le texte entre guillemets, antivalidiste contre la cure d'austérité et la violence d'État. On dit que c'est en vert sur un fond gris. Et après, on décrit la photo. Photo d'une jeune femme en fauteuil qui crie dans un mégaphone. Et là, c'est concis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de description des autres personnes derrière, etc. Je trouve qu'il y a des règles très précises sur le texte alternatif et parfois on lit des choses différentes. Pour moi, le texte alternatif, ça peut aussi être une façon de... Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, je vais avoir tendance à mettre plus de détails peut-être que d'autres personnes. Quand je considère que c'est important de les mentionner. Et il y a aussi peut-être des fois où je vais publier des photos, bah, je vais peut-être trouver des mots un peu plus poétiques pour retranscrire l'esthétique de la chose. Mais voilà, ça dépend des gens. En tout cas, le minimum, c'est qu'il y ait les informations. Il faut pas que ça fasse 15 pages. Mais ne vous prenez pas la tête à vous dire oh, j'ai pas fait exactement comme les gens m'avaient dit de faire. Est-ce que j'ai mis trop d'infos il faut se relaxer et, et il faut faire comme vous pouvez. Tant qu'il y a les infos essentielles dedans, c'est déjà très très bien. Recopier le texte de la publication, ça peut être très long. On met tout quand même. Oui, on met tout quand même. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recopie le texte de la publication. Et en plus de ça, on recopie le texte de la publication dans la légende. Parce qu'il y a un truc marrant avec Instagram, c'est que quand on est malvoyant et qu'on n'utilise pas de lecteur d'écran, on n'a pas accès au texte alternatif. Donc typiquement, moi, il y a des publications où le texte, j'arrive pas à le lire. Je sais pas s'il y a du texte alternatif parce que je peux pas le voir. Mais par contre, si je veux avoir accès à l'info et que l'info n'est pas dans la légende, bah j'ai juste pas accès à l'info du tout. Le texte alternatif, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui prend du temps, mais c'est important. C'est vraiment très important. Et enfin, moi, par exemple, je le fais alors que je vois pas bien et que c'est fatigant et c'est pas agréable, mais c'est hyper important, c'est crucial. On doit mettre l'alt dans la description. Alors, ça dépend vraiment des médias. Là, je parle d'Instagram. Bah, justement, j'allais vous faire un petit exemple. On va aller sur Instagram. Donc ça, c'est une publication. Là, je fais modifier.
et accessibilité. Et là, vous avez le texte alternatif de chaque publication, d'accord ? Il faut savoir que souvent, Instagram, ça bug quand on met les publications directement sur l'ordinateur, quand on les publie de l'ordinateur, et qu'on met un texte alternatif. Il y a souvent des instances où ça va pas s'enregistrer correctement. Donc, ce qui est très chiant sur Instagram, c'est qu'il vaut mieux publier sur téléphone. Et donc, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je vais écrire le texte alternatif sur un document. Je vais le copier dans mon Signal, séparément dans des messages. Et ensuite, je vais copier le texte alternatif de chaque visuel un par un dans Instagram sur mon téléphone avant de publier. Donc, vous imaginez bien que ça me prend 20-25 minutes de plus, surtout sur une application qui n'est pas accessible visuellement pour moi. Mais le problématique que je vous expliquais sur Instagram, c'est qu'on n'a pas accès au texte alternatif si on n'utilise pas de lecteur d'écran. Donc c'est important de mettre au moins l'essentiel de l'information qui est transmise dans les visuels, dans la légende. Ça, c'est le cas spécifique à Instagram. Quand vous êtes sur téléphone, c'est pas dans accessibilité, c'est dans paramètres supplémentaires ou paramètres avancés quand vous publiez. Et dans paramètres avancés, vous aurez la possibilité d'accessibilité de texte alternatif. Alors, sur certains réseaux, il y a de la reconnaissance optique des caractères intégrée à l'outil d'écriture du Alt pour faciliter le recopiage du texte. C'est le cas sur Mastodon. D'accord, j'utilise pas Mastodon, donc je sais pas, mais c'est pas mal. Sur LinkedIn, une publication avec 3 photos de l'Alt à une description, ça me prend 1 heure à faire. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein, ça prend du temps. Clairement, c'est chronophage, mais si vous voulez que vos publications soient accessibles, c'est hyper important. Et là, je vais vous montrer sur Blue Sky. Donc sur Blue Sky, quand vous allez dans les paramètres, vous avez une option accessibilité. Et là, vous pouvez mettre nécessiter un texte alt avant de publier. Vous pouvez le cocher. Ça, j'ai rajouté, mais c'est pas forcément obligatoire. Mais ce qui fait que quand vous allez chercher à publier, je vais vous montrer. Voilà, on va dire qu'on va publier ça. Bah, c'est pas possible, là, vous voyez, une ou plusieurs images n'ont pas de texte alt, je peux pas poster. Et donc sur Blue Sky, on va ouvrir ce petit bouton là sur l'image. Et ensuite, on va avoir ici la possibilité de taper l'alt et de l'enregistrer. En plus, sur Blue Sky, je crois que parfois, par exemple, pour des GIFs, il y a des textes alternatifs qui sont déjà... Parce qu'on peut mettre des textes alternatifs sur des GIFs qui sont déjà écrits, mais en anglais, souvent. Donc, il faut quand même déjà... si c'est des IA qui font les textes alternatifs, il faut quand même vérifier le texte alternatif derrière, parce que ça peut être erroné ou incomplet. Et puis si c'est en anglais et que votre publication elle est en français, ça le fait pas quoi, c'est pas bon. Donc voilà, mais cette option pour rendre la publication impossible sans alt, elle est quand même vachement bien. Ok, alors, abandonner. Donc voilà, ça c'était pour Blue Sky et Instagram. Je vais pas faire tous les réseaux non plus. Sur LinkedIn, c'est assez facile à trouver l'endroit où de mettre le texte alt. Sur Facebook, je pense aussi que c'est assez facile à trouver. C'est sur Instagram où c'est réellement problématique, je trouve, parce que c'est dans plusieurs rangées d'options supplémentaires. C'est pas intégré à la publication facilement, quoi. Donc ça demande un peu plus d'effort. Maintenant, je voulais vous montrer un peu des publications que moi, j'ai eu du mal à lire sur Instagram. Encore une fois, je jette pas la pierre aux personnes qui ont publié tout ça, mais c'est pour vous donner des exemples. En amont du live, quand j'avais des problématiques sur Instagram, j'ai pris des captures d'écran. Donc là, par exemple, c'était une story. En termes de contraste, je sais pas si ça va, en fait. Mais moi, ce qui me pose problème, là, c'est la police avec empattement qui fait type manuscrite, que j'arrive pas bien à lire. Sur ce post de Blast, par exemple, le texte était juste beaucoup trop petit et il y a énormément de marge en bas et en haut. Du coup, je me dis
pourquoi vous écrivez pas plus grand? Bah, parce que c'est plus esthétique comme ça, c'est souvent la raison. Donc voilà, c'est possible de mettre des polices plus grandes. Aussi, il y a des parties en gras qui sont forcément plus lisibles, donc c'est mieux d'avoir tout en gras, à mon humble avis. Sur celle-ci, il y a un problème à la fois de contraste, c'est-à-dire que c'est du bleu sur du blanc. Ça ressort pas bien. Il y a du texte sur une image, il y a du texte sur du texte en fond. Et là, j'arrive encore à peu près à lire le texte qui est en grand là. Mais alors ça, j'arrive même pas à distinguer les mots les uns des autres en termes de contraste là personnellement. Alors ça, c'est une story que j'ai vue où il y avait beaucoup de texte écrit très petit et le contraste est pas suffisant. Il y a des couleurs différentes dans le texte et du coup c'est juste impossible à lire pour moi. Même en zoomant, je veux dire, c'est trop compliqué. C'est pareil sur cette publication-là. J'arrive pas à le lire parce que la couleur est très très violente et je sais pas, ça ressort pas bien. J'arrive pas du tout à lire cette couleur-là. Alors j'ai pas d'outils pour aller tester les contrastes. Je suppose que ça existe pour choper une couleur dans une publication et après aller tester le contraste, mais j'ai pas trouvé. Et ça, c'était une autre story où là, clairement, le texte est très très petit. Et en plus de ça, il est un peu manuscrit, enfin, pas vraiment, mais pas très lisible. Et tout en majuscule, c'est pas très lisible non plus. C'est déconseillé. C'est un truc que je vous avais pas dit. Il faut éviter de faire du texte tout en majuscule. Voilà. Donc ça, c'était sur l'accessibilité visuelle. On va faire un petit point sur le langage inclusif aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment dans les milieux militants. Langage inclusif, ça peut poser beaucoup de problèmes pour les lecteurs d'écran. Donc, par exemple, tout ce qui est les mots, on va mettre X comme Tuxt, ou des X à la fin, qui modifient le sens du mot, en fait, qui rendent, certes, peut-être plus inclusif, mais qui modifient le sens du mot. Ça va pas être reconnu par les lecteurs d'écran. Et ça va aussi être très difficilement lisible pour des personnes dyslexiques. Et les mots valises aussi, comme autoris, il y en a tout un tas, actoris, etc. C'est original, ça permet d'avoir les deux formes, mais en fait, c'est pas hyper bien. Les lecteurs d'écran s'améliorent là-dessus, mais c'est pas toujours très très bien compris. C'est pareil pour les personnes dyslexiques, c'est problématique. Donc il vaut mieux soit privilégier les doubles flexions comme mesdames et messieurs. Bon, ça c'est très binaire hein, sur le genre, mais voilà, c'est un peu le problème. Ou alors des formulations épicènes comme au lieu de électeur, électrice, l'électorat. Là, je vous ai mis une liste d'exemples que j'ai trouvés. Hop. Et sinon, nous, ce qu'on fait au niveau des dévalideuses, c'est que on va dire, par exemple, les Andy, eux, ou les concernés avec un E majuscule, qui permet de quand même lire le mot en faisant apparaître le langage inclusif quand même pour une personne qui n'utiliserait pas un lecteur d'écran. Alors moi j'aimerais bien tester parfois tout ça, voir comment ça se lit, mais en fait c'est hyper dur quand on n'a pas été formé. Enfin, j'ai galéré à essayer d'utiliser un lecteur d'écran. Franchement, je sais pas, c'est très très difficile quand on comprend pas bien comment ça fonctionne, mais en tout cas, voilà les infos qu'on a sur le langage inclusif, en tout cas, qui est à éviter. Donc on va passer sur l'accessibilité auditive maintenant.
Alors, sur le sous-titrage, donc il y a des règles de base hein, de l'accessibilité digitale, c'est que les textes, ils doivent avoir un texte, les images doivent avoir un texte alternatif, et tout ce qui est vidéo doit avoir un sous-titrage. Voire de l'audio-description, mais l'audio-description, c'est encore tout un set de compétences plus complexes, et voilà, c'est encore moins commun, mais en tout cas, le sous-titrage, c'est vraiment la base. Super ce conseil. Je faisais clairement des erreurs. Auditorise vivement que les outils s'améliorent. Oui. Ça dépend aussi des lecteurs d'écran. Certains lisent sans problème les points médians. Oui, voilà, les points médians, j'ai pas mentionné, mais les points médians, ça peut poser problème. Donc voilà, ça dépend des lecteurs d'écran, mais effectivement, comme tout n'est pas unifié pour le moment, il vaut mieux avoir ces règles un peu en tête pour éviter d'utiliser des choses qui peuvent mettre des personnes causer des problèmes. Donc pour ce qui est des sous-titres, c'est comme ici, c'est du blanc sur fond noir, ce qui est le plus lisible, le plus contrasté, parce que en fait, à la fois des personnes malentendantes peuvent être malvoyantes aussi, et de plus en plus de personnes aussi vont aller regarder des vidéos sans mettre le son, etc. Et en fait, du coup, l'usage des sous-titres est en train de vraiment s'étendre, mais avec des mauvaises pratiques aussi, parfois, comme on va voir. Donc vraiment, ce qui est recommandé, c'est toujours la police blanche sur le fond noir, parce que c'est bien contrasté, ça ressort bien. Et aussi, il faut faire attention à où vous les placez, parce que, par exemple, sur une story Instagram, il y a toujours une tonne de boutons en bas, là, du texte, de légende, etc. Et donc, si vous avez les sous-titres en dessous, eh ben, ça va se chevaucher et ça va être illisible. Donc, il faut faire attention à ce que ce soit assez haut. Alors, là, j'ai un petit article avec les bonnes pratiques de sous-titrage que je vous laisserai parcourir comme vous voulez. Hop. Et sinon, pour ce qui est des outils, Canva permet de sous-titrer des vidéos courtes. Il y a aussi CapCut, qui est un logiciel d'édition gratuit qui permet de faire des sous-titres. Ça, c'est un outil qui est inaccessible visuellement, donc je ne peux pas utiliser. Je pourrais pas vous dire exactement comment l'utiliser et tout ça. Et il y a aussi YouTube qui permet maintenant qui génère en fait des sous-titres automatiques qu'on peut relire et qu'il faut corriger parce que les sous-titres automatiques ne sont pas bons. Mais il y a un outil intégré sur YouTube qui permet d'aller relire les sous-titres qui ont été générés automatiquement et de les corriger. Ça peut très bien fonctionner. Par contre, encore une fois, pour moi, c'est inaccessible visuellement, donc ça dépend des personnes. C'est quoi l'outil utilisé ici pour faire les sous-titres en live? Je vais y venir justement plus tard. Ça arrive bientôt. Voilà, bah, c'est la page d'après. Sous-titrer sur Twitch, justement. Le lien pour les sous-titres n'est pas le bon. Je l'ai mal copié? C'était celui-là? Ou... Ah oui, effectivement, désolée. J'avais pas bien copié le lien. Donc, sur Twitch, là, moi, ce que j'utilise, que vous voyez, c'est l'outil PubNob. C'est un outil qu'il faut utiliser sur Google Chrome. Ça, c'est un peu contraignant. Mais en fait, vous allez l'avoir ouvert sur Google Chrome pendant votre live. Vous allez sélectionner la caption. Et en fait, ça va autoriser la prise du micro. Il faut bien l'autoriser ici, au-dessus. Et ensuite, une fois que vous avez vérifié que ça marche bien, vous copiez ce lien-là et vous le mettez dans une source navigateur web sur OBS. Et en fait, ça va utiliser là donc encore une fois, ça c'est l'esthétique la plus accessible. Tout ça, c'est très peu lisible. Hein. Et ça va vous mettre ça directement sur le live. Après, vous pouvez choisir la taille, c'est-à-dire la longueur,
Ce qui est recommandé, c'est d'avoir 2 lignes, 2 à 3 lignes maximum de sous-titres. Donc c'est cet outil-là. Je vais vous mettre le lien. Mais ça marche exclusivement sur Google Chrome, malheureusement. Et sinon, il y a un autre outil qui est vachement bien. C'est les Closed Captions for OBS. Il y a un très bon tutoriel de Lina Mess qui a été fait sur YouTube. Je vais vous mettre le lien. Hop. En fait, c'est... je vais ouvrir ce lien-là aussi. C'est des gens qui ont codé ce plugin pour OBS qui permet d'avoir un sous-titrage automatique sur les lives. Et donc là, en fait, vous pouvez télécharger le plugin pour Windows, pour Mac, pour Linux. Je vous mets le lien. Voilà. Et donc, en fait, là, vous allez le télécharger et ensuite, il y a toute une marche à suivre qui est explicitée dans la vidéo YouTube de tutoriel que je vous ai mis juste au-dessus. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique quand même. Le petit souci que j'ai moi en ce moment, c'est que j'ai fait une mise à jour de OBS et que en fait le plugin n'était pas à jour et ça m'a cassé le plugin. Donc là, j'attends que le plugin soit mis à jour pour pouvoir réutiliser ces sous-titres incrustés. Et le gros avantage, c'est que ça permet de toucher à rien, donc pas besoin d'aller chercher ce lien à chaque début de stream. Sur PubNub, etc. Juste quand on lance le stream, les sous-titres se lancent. Et en plus de ça, ça permet à la fois d'avoir les sous-titres qui apparaissent sur l'écran, comme là ce que j'ai, si on choisit. Mais ça permet aussi d'avoir les sous-titres qui sont en CC sur Twitch. Donc là, je sais pas si je peux vous faire un exemple. Je sais pas s'il y a des gens sur Twitch qui... Alors, attendez. Alors, je crois que Maudie, par exemple, normalement, elle a des sous-titres. Alors, par contre, vous avez la pub. Mais je vais vous montrer où c'est. Et donc, ça permet d'avoir ces sous-titres qui sont à choix, quoi. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir les sous-titres sur... Alors là, ça se présente comment? C'est pas hyper facile à trouver, en fait. Ouais, bah là, j'ai du mal à les lancer, personnellement. Large text, medium text. Je sais pas pourquoi il se lance pas. OBS, c'est en fait, c'est l'outil de streaming. C'est un logiciel de streaming. Voilà. C'est le logiciel qui peut être utilisé pour le streaming. Bon, bah, du coup, mauvais exemple. Je pense pas que les autres personnes que j'ai en live là aient des sous-titres, malheureusement. Ça fait pas ce que je veux. Et ben, du coup, c'est plus simple si les sous-titres sont déjà tout de suite sur le live parce qu'on n'a pas à galérer pour les lancer. Voilà. Bon. En tout cas, ça permet, ce Closed Captions, d'avoir un bouton comme ça, mais qui est ici, je crois, et qui permet de choisir d'activer ou de désactiver. Après, moi, ce qui me plaît, en fait, c'est de pouvoir les avoir sur la rediffusion, bien sûr. Parce que le fait que les gens puissent choisir que c'est pas inclus dans le stream en lui-même, ça veut dire qu'à la rediffusion, il n'y aura pas forcément les sous-titres. Et même si c'est des sous-titres automatiques qui sont pas toujours parfaits, ils fonctionnent quand même mieux que les sous-titres automatiques de YouTube. Studio de diffusion ouvert. Programme, voilà, il est en libre accès et gratuit. C'est un logiciel de streaming qui est en libre accès. Et c'est pour ça que les plugins aussi sont en libre accès. Voilà, donc vraiment, je vous recommande d'aller voir ce tutoriel de Lina Mess. Ensuite, pour ce qui est du contenu qui est publié en ligne,
ça peut être bien aussi d'avoir une transcription. Donc là, je vous ai mis quelques outils qui sont gratuits. Il y a Scribe, que j'ai pas testé personnellement. J'avais testé d'autres outils. C'était pas forcément toujours tip-top, on va dire. Il y avait beaucoup de fautes parfois. Canva aussi a un outil de transcription, mais je ne sais pas pourquoi il fonctionne pas sur mon compte personnellement. Et sinon, il y a aussi Appiscribe. Et là, je crois qu'il faut se faire un compte. Je sais pas si tout est gratuit. Mais ça, c'est différents logiciels du coup de transcription qui permettent en fait d'avoir, au-delà des sous-titres, tout le contenu audio parlé du live en texte en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois vu sur YouTube, etc. Et du coup, pour le sous-titrage, ouais, Canva, c'est pour les vidéos courtes. Je voulais parler du fait aussi que le sous-titrage, ça peut être très très intensif en termes de temps. Et que c'est compréhensible que sur des vidéos de 3 heures, par exemple, c'est hyper compliqué de demander à quelqu'un de repasser sur le sous-titrage. Parce que ça prend énormément de temps et que voilà, c'est pas forcément hyper accessible. Donc c'est bien de pouvoir sous-titrer déjà au minimum en direct, par exemple. Et vraiment, le minimum du minimum, c'est de sous-titrer les réels ou les vidéos courtes qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est quelques minutes, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer qu'un média de plusieurs heures. Mais là où ça devrait vraiment être automatique, c'est dans les grandes entreprises de diffusion, etc., qui peuvent se permettre en fait de payer des gens pour faire du sous-titrage de qualité. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit recueil de mauvaises pratiques de sous-titrage sur le texte qui bouge avec des changements de couleur. Vous allez voir de quoi je parle. Les mauvais contrastes du texte avec le fond. Donc, comme je vous disais avant, il faut que ce soit du texte blanc sur un fond noir. Et s'il y a des personnes aussi qui sous-titrent seulement le début de leur vidéo et qui s'arrêtent au bout d'un moment, et bah ça, c'est horrible aussi. Alors, je lis le chat, je cherche une solution pour mes podcasts, etc., etc. D'une heure, les sous-titres de YouTube sont pas foufou. Ah ouais. Peut-être que tu peux essayer des logiciels de transcription qui font en même temps le sous-titrage ou... je sais pas, ça dépend aussi si les podcasts ils sont seulement vidéo ou si c'est une image et qu'il y a le son derrière. C'est vrai que les sous-titres de YouTube sont vraiment pas très bons. Que audio. En vrai, peut-être que tu peux justement enregistrer sur OBS avec un logiciel de sous-titrage qui est... Enfin, je sais pas hein, si c'est possible, mais... Du coup, sur OBS, ça jouerait. En même temps, il y aurait le son qui serait sous-titré et après, t'aurais plus qu'à publier ça sur YouTube. Peut-être que c'est une solution. Mais j'avoue que j'ai pas trop la réponse parfaite là-dessus parce que c'est vrai que c'est 1 heure, ça peut être très demandant en termes de temps, quoi, de faire des sous-titres sur 1 heure de vidéo. Alors, là, sur cette vidéo, par exemple, vous voyez, c'est pas des lignes de phrases, c'est quelques mots et le texte qui apparaît, qui bouge, en fait, qui apparaît, qui repart, avec, en plus de ça, une couleur qui passe sur les mots qui sont dits. Là, pour moi, c'est impossible à lire. Ça bouge trop, il y a la différence de couleur, c'est trop compliqué. Et en fait, il y a beaucoup de personnes malentendantes, sourdes, qui vont avoir des gros problèmes pour lire ces sous-titres. Donc ça, c'est vraiment... C'est pas possible. Il faut arrêter avec ces sous-titres-là. Je sais que c'est à la mode en ce moment. Bon, j'ai cherché sur YouTube des shorts, hein, je dis pas que c'est un truc très pertinent avec la vidéo d'aujourd'hui. Mais là, c'était le même principe, c'est 3 mots avec
du texte qui bouge, avec des couleurs qui bougent sur le texte. Encore une fois, c'est pas bien. Et un dernier exemple. Là, c'est encore plus rapide. C'est très très compliqué parce qu'en plus là, le contraste est pas bon du tout pour moi. C'est du blanc sur du bleu. C'est vraiment très très dur. Donc voilà, c'est plusieurs variations sur le même thème, on va dire, de sous-titres qui bougent avec du fond coloré qui font que c'est pas accessible visuellement. Donc ça, c'est vraiment à éviter. J'enregistre sur DaVinci Resolve, je monte et après je mets sur mon hébergeur. Ok, ah ouais, je sais pas comment ça marche DaVinci. Je me demande s'il n'y a pas des possibilités de taper les sous-titres. Peut-être que tu peux envisager de capturer ton enregistrement de DaVinci Resolve sur OBS. Parce que c'est possible de capturer des fenêtres avec le son sur OBS en mettant les sous-titres. En tout cas, après là, c'est un peu technique. Tu peux essayer de m'envoyer un message privé pour que j'essaie de t'aider. Mais là, c'est un peu technique. Je saurais pas dire. Les mettre directement sur DaVinci, c'est peut-être possible, mais effectivement, comme c'est un logiciel qu'on m'a déjà recommandé mais qui n'est pas accessible, je sais pas. Je saurais pas te dire. Et enfin, on a un dernier petit point sur le facile à lire et à comprendre, le FALC. Donc ça, c'est un mode pour accessibiliser qui permet de rendre l'information plus accessible aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles, aux enfants, aux personnes en situation d'illettrisme, aux personnes âgées, aux personnes dont le français n'est pas la première langue, la langue maternelle, ou aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Il existe des outils en ligne qui permettent de faire de la traduction FALC. En fait, vraiment, l'objectif, c'est de rendre clair, direct, lisible, de réduire la complexité du texte. Il faut utiliser des mots simples avec, par exemple, des pictogrammes ou des illustrations qui permettent de mieux expliquer le contenu. Donc, il y a des outils en ligne qui permettent, comme je disais, de faire de la traduction FALC. Là, je vous ai pas mis de lien, désolée. Mais en fait, c'est aussi parce que la meilleure façon d'avoir du FALC sur son site ou autre, pour un événement, etc., en fait, c'est d'avoir une personne concernée qui le relit et qui va donner son expertise sur le texte. Et bien sûr, si vous faites appel à des personnes concernées, il faut les rémunérer pour leur travail. C'est évident. Mais donc voilà, sur le FALC spécifiquement, c'est vraiment important d'avoir l'avis de personnes concernées sur le texte que vous avez produit. Il y a des IA aussi qui, avec des prompts, peuvent créer des textes en FALC. Personnellement, je ne suis pas pour l'usage des IA, mais ça existe. Et voilà, c'est aussi un mode d'accessibilisation qui n'est pas toujours très connu, donc je trouvais que c'était important de le mentionner. Pour DaVinci Resolve, tu peux créer une piste dédiée aux sous-titres et les faire manuellement. Voilà, c'est ce qui me semblait, c'est que tu pouvais les écrire directement sur DaVinci. Donc ça peut être une solution. Bien sûr, ça va demander pas mal de travail, mais ça peut être une solution. Et donc voilà, c'est fini. Ma petite présentation PowerPoint est terminée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur certains aspects. Je vais aller fermer tous ces liens. Hop. Voilà. Je vais revenir sur le gestionnaire ici, que j'avais fermé tout à l'heure. Hop là. Merci pour cette présentation, c'était très instructif. Merci à vous d'être venus, d'avoir été attentifs et attentives. Bien sûr, c'est les bases, hein, vraiment. Mais je pense qu'on a déjà couvert le plus important pour ce qui est accessibilité visuelle et auditive. En plus des autres petits points sur lesquels on a touché.
Donc, merci à vous et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'avoue, c'est assez nouveau et je pense qu'il y a vraiment 2-3 règles que tout le monde devrait connaître. Ouais. Sur le contraste notamment, c'est vraiment le b.a.-ba, hein, je trouve. Je vais mettre en pratique de ce pas, super. Vivement que les applis progressent. Oui, bah, il y a des avancées technologiques, notamment sur les lecteurs d'écran et tout ça, qui font aussi qu'il y a de plus en plus de choses qui sont possibles. Mais il y a aussi une volonté des applis qui n'est pas forcément là de rendre leur contenu accessible. Par exemple, Instagram, ça fait des années que ce n'est pas accessible visuellement. Et il n'y a rien qui s'améliore. Hein. Ils ne changent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas la volonté de le faire. Hyper intéressante, très pertinente. D'entendre le point de vue d'une personne concernée. Oui, voilà, je me suis dit qu'en plus, comme moi, je suis malvoyante, bah, je pouvais vous expliquer plus directement les choses où ça bloque, quoi. Les choses où je peux carrément pas accéder au contenu. Et que ça pouvait être intéressant. Mais bien sûr, je vous invite à chercher du contenu de personnes concernées sur tous les points d'accessibilité dont je vous ai parlé. Et aussi, petit point important, on va bientôt sortir un guide d'accessibilité renouvelé, mis à jour. Ce guide d'accessibilité, c'est à la fois pour accessibiliser les événements. Donc, c'est tout, vraiment, tous les points possibles sur l'accessibilisation d'un événement, d'un spectacle, d'une manif, etc. On a essayé de penser à tout, on a collaboré avec différents collectifs, et ça va bientôt sortir. Et dans ce guide d'accessibilité, il y aura une partie, en fait, il est scindé en deux, il y aura une partie aussi sur la communication, sur l'accessibilité digitale et de la communication. Donc vous allez retrouver des éléments aussi dans ce guide qui sortira bientôt. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour être informé quand ça va sortir. Merci beaucoup, j'ai loupé le début, je regarderai le début du replay dès que possible. Je vais faire tous les changements nécessaires sur mes comptes. C'est top, je suis contente de lire ça vraiment. ça fait vraiment plaisir. Et puis aussi, du coup, comme je disais au début, je posterai ce tutoriel sur YouTube et je ferai des chapitres. Donc si vous avez besoin des informations spécifiquement par catégorie d'accessibilité, vous aurez directement les chapitres quoi, que vous pourrez aller chercher. Et puis je vais tâcher aussi de mettre tous les liens que je vous ai mis là dans la description sur YouTube. Comme ça, vous aurez accès à tout ce qu'il faut. Bon, par contre, je ne vais pas faire ça demain, quoi. Ça va peut-être me prendre quand même quelques jours ou une semaine. Donc voilà, il faudra être un peu patient et patiente. Mais vous aurez tout ça. Voilà. Bon, alors je vais regarder peut-être si on peut raid quelqu'un. Encore merci. Merci à vous, ça me fait plaisir que ça vous ait intéressé. Voyons voir. Je peux peut-être vous envoyer chez Maudit, justement, qu'on est allé voir tout à l'heure pour les sous-titres, qui fait une lecture de sociologie sur les réticences à faire grève, qui fait des lectures sociologiques souvent liées au travail, au monde du travail, au capitalisme, etc. Donc ça pourrait être intéressant pour vous. Un autre sujet totalement, mais ça pourrait être sympa d'aller la voir. Donc je vais vous envoyer là-bas. Encore merci à vous. Et une prochaine fois sur la chaîne Twitch, en tout cas, je peux vous dire que on prévoit quelques streams prochainement. C'est juste que ça prend un peu de temps à lancer tout ça. Mais voilà, il devrait y avoir plus de streams prochainement. Donc encore merci. Et puis bonne soirée à vous et à la prochaine.